voitures s'en prennent aux automobiles. Ces chiens ont l'air possédés, ils désossent carrément la voiture. Et cet étrange son terrorise la planète. Quand on entend ce bruit, on se dit qu'on a affaire au surnaturel. Des phénomènes bizarres, des mystères filmés. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? D'abord, il y a cette vague sanglante. C'est terrifiant, on dirait une rivière de sang. C'est une punition de Dieu? Tandis que les habitants fuient, Ça ressemble à l'apocalypse. les experts craignent qu'il soit déjà trop tard. On dirait un accident chimique phénoménal. Dhaka, capitale du Bangladesh. Ses 18 millions d'habitants en font l'une des zones les plus peuplées du monde. Son fort taux de criminalité, d'homicide et de terrorisme font de Dhaka l'une des villes les plus dangereuses de la planète. Le 13 septembre 2016, Amir Hussain, étudiant à l'université, rentre chez lui. Mais tout près de sa maison, une vision d'horreur le cloue sur place. Je n'avais jamais vu ça. On aurait dit une mare de sang. Pour Amir, l'effroyable scène est un message venu des cieux. C'est une punition de Dieu? Beaucoup y voient l'incarnation des scènes religieuses d'Armageddon. Dans la Bible, le fleuve égyptien, le Nil, se transforme en sang. C'est l'un des 10 fléaux divins. Et dans le Coran, la pire punition est de nager dans une rivière de sang pour l'éternité. Ils ont dû penser que c'était la fin du monde. Ça ressemble à l'apocalypse. Les images sinistres choquent et déconcertent les scientifiques. C'est comme si une artère se déversait dans tout Dhaka. Ce n'est pas la première fois qu'on rapporte l'existence de rues ensanglantées. En 2001, dans l'état du Kerala en Inde, des tempêtes insolites génèrent des précipitations rouge sang. Ces pluies diluviennes séviront pendant 2 mois. Mais il y a plus étrange. En 2008, les habitants de Sierra Choco, un petit village perdu dans la jungle colombienne, attestent qu'une pluie rouge s'est abattue sur eux pendant 30 minutes. Les échantillons prélevés par les scientifiques sont troublants. Ils indiquent qu'il ne s'agit pas d'eau mais de sang. Le mystère est intact, mais pour les 200 villageois, il n'y a pas de doute. Il s'agit là d'un véritable miracle. Le chimiste Kishore Hari a analysé les images de Dhaka. Pour lui, la présence de sang dans l'eau des rues est quasi impossible. Selon lui, ce rouge profond pourrait provenir d'un accident industriel d'une ampleur catastrophique. On ne voit jamais une eau aussi colorée, surtout dans les tons de rouge comme ici. La seule fois que c'est arrivé, c'était dû à une fuite de produits chimiques. Kolontar, Hongrie, octobre 2010. La digue d'une usine d'aluminium contenant des déchets toxiques cède et laisse échapper une marée de boue rouge. C'est l'oxyde de fer, présent en grande quantité, qui donne cette teinte rouge. Quant à l'oxyde de sodium, il cause de graves brûlures. Des centaines de personnes fuient, tandis que la vague engloutit 3 villes, faisant 8 morts et plus de 120 blessés. Malheureusement, nous avons déjà connu de nombreuses fuites de produits chimiques, dont des effets sont dévastateurs sur plusieurs générations. C'est sûrement de ça qu'il s'agit. Lors de nos recherches, nous avons découvert que la ville abrite une industrie connue pour l'ampleur de ses déchets toxiques. Il s'avère que Dhaka possède une tannerie où les peaux animales sont traitées et transformées en cuir. Mais c'est une industrie extrêmement polluante. La tannerie de la ville produit plus de 20 000 mètres cubes de déchets toxiques par jour. C'est-à-dire l'équivalent de 8 piscines olympiques. Parmi ces déchets toxiques se trouve un agent chimique mortel. L'arsenic.
C'est un poison mortel. L'arsenic s'attaque aux cellules du corps et engendre une défaillance des organes, des hémorragies, puis une mort dans d'atroces souffrances. Difficilement détectable, l'arsenic devient le poison de prédilection des assassins de l'époque victorienne. Il représente un tiers des empoisonnements, sans compter les meurtres non élucidés. Si l'inondation de Dacca contient de grandes quantités d'arsenic, des millions de personnes sont en grand danger. Ça voudrait dire que du poison circule en plein cœur de la ville. Le problème ne vient pas seulement de l'arsenic se déversant des tanneries de Dacca. Le produit chimique est aussi présent dans les nappes phréatiques de la ville et dans de nombreux pays du monde, y compris les États-Unis. Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'eau provenant de puits privés non réglementés menacerait 13 millions d'Américains, même en étant bu à petite dose. Sur le long terme, l'arsenic provoque des maladies cardiovasculaires et des cancers de la peau et des poumons. Mais quand Kishore Hari examine les images de l'eau rouge sang prise 2 jours après l'incident, il découvre un indice capital. L'eau a l'air de changer de couleur. Elle est passée d'un rouge sang à un rouge moins vif, couleur rouille. La découverte fait froid dans le dos. Hari n'a pas d'autre choix que d'admettre que la crainte de tous est bien réelle. L'eau est réellement teintée de sang. Une marée pourpre envahit les rues de Dacca, l'une des villes les plus dangereuses du monde. Face à de nouvelles images révélant que la couleur de l'eau est passée de rouge à marron, le chimiste Kishore Hari est confronté à une affreuse vérité. L'eau est réellement teintée de sang, parce qu'au fil des heures, le sang s'oxyde. Le rouge vif d'une coupure toute fraîche finit par prendre une teinte rouille. Jeff Wise est journaliste scientifique. Il enquête sur la source probable de cette rivière de sang. En examinant la date de la vidéo, il se demande s'il n'y aurait pas un lien avec l'islam, et plus particulièrement, le rituel musulman de l'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice. La fête du sacrifice commémore le jour où Abraham a sacrifié son fils sur ordre de Dieu. Chaque année, les fidèles fêtent cet événement en sacrifiant un animal. L'opération en question génère donc des quantités monumentales de sang. Mais pour engloutir toute une ville sous le sang, il faudrait abattre un nombre incalculable d'animaux. C'est terrifiant. Ça a littéralement créé une rivière de sang. De gigantesques sacrifices d'animaux ont lieu dans d'autres régions du globe. Au Népal, la plus grande tuerie de masse du monde est célébrée tous les 5 ans pour remercier Gadimai, la déesse hindoue. En 2009, plus de 500 000 buffles, chèvres et poulets sont décapités. 5 millions de personnes se déplacent pour assister à ces 2 jours d'hécatombe. La pratique de sacrifice d'animaux atteint même les banlieues américaines. En mars 2018, 12 personnes sont arrêtées à San Antonio, au Texas. Des voisins les auraient surpris à démembrer des animaux à l'aide de couteaux. Il s'avère qu'à Dacca, pas moins de 100 000 vaches, chèvres et moutons sont égorgés et démembrés chaque année. Des litres et des litres de sang coulent dans les rues. Les égouts étaient malencontreusement bouchés ce jour-là. Et c'est ce qui a mené à la montée de cette eau rouge sang dans les rues. Mais selon Amir Hussein, qui a été témoin de nombreux sacrifices musulmans, le sang dans les rues est un mauvais présage. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que l'avenir nous réserve un sort encore plus cruel? Tout de suite, une meute de chiens dévorant une voiture terrorise les habitants. Ces chiens ont l'air possédés, ils désossent carrément la voiture. Certains craignent que cette attaque féroce soit personnelle. Ces chiens se vengent peut-être de quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Nous sommes à Sakarya en Turquie en octobre 2016.
À 8 h du matin, en pleine ville, le mécanicien Jem Hadjar arrive au travail. Il visionne les vidéos de surveillance de la nuit passée. Au départ, tout est calme. Mais ensuite, Jem Hadjar n'en croit pas ses yeux. Quand j'ai vu ça, je n'en revenais pas. Un chien s'est mis à arracher le pare-choc, puis les autres l'ont suivi. Ils s'acharnaient dessus. Ensuite, ils ont arraché les phares avant. Les bêtes folles causent des milliers de dollars de dégâts à la voiture. Je n'aurais jamais cru que des chiens pouvaient s'en prendre à une voiture. Les spécialistes sont stupéfaits. Ce comportement ne ressemble en rien à celui du chien. On les considère comme des animaux dociles. On ne s'attend pas à ce qu'ils aient autant de force. Mais le biologiste Leslie Samuel s'interroge. 15 000 ans après avoir été domestiqués par l'homme, les chiens auraient-ils retrouvé leur instinct agressif? Pour la plupart des gens, le chien est un compagnon fidèle et le meilleur ami de l'homme. Mais c'est aussi un animal dangereux. Aux États-Unis, les chiens tuent une quarantaine de personnes chaque année. Ces chiffres inquiétants en font l'animal le plus meurtrier du pays. Les chiens tuent plus que les requins, les alligators et les ours réunis. Le meilleur ami de l'homme peut parfois être une bombe à retardement ambulante. De par leur force et leur agressivité, certains chiens ont été utilisés comme armes. Les Romains déployaient des unités canines. Sur le champ de bataille, chaque soldat avait un chien à ses côtés. Ces unités canines étaient présentes dans tout l'Empire romain, y compris sur le territoire actuel de la Turquie. Le molosse, l'ancêtre du mastif actuel, était un chien imposant et agressif dressé dans l'unique but de tuer. Affamés avant le combat par leur maître, ces bêtes féroces s'engouffraient à travers les lignes ennemies et dépeçaient les soldats des pieds à la tête. Certaines unités étaient même entraînées pour éviscérer les chevaux. Plus récemment, des éleveurs américains ont croisé différents matins napolitains, qui sont les ancêtres directs du molosse, afin de créer une race encore plus géante. Le molosse américain. Si certains éleveurs tentent de recréer cette lignée de chiens de guerre aux États-Unis, qui dit que des éleveurs ne font pas de même en Turquie? Mais après vérification, aucun des chiens présents sur la vidéo n'est aussi gros que ces fameux molosses. Le zoologiste Roland Case a examiné la vidéo de surveillance et a remarqué que ces chiens des rues se comportaient comme leurs cousins, les chiens sauvages africains. C'est la version urbaine du parc de Serengeti. On a l'impression qu'une meute de lycaons attaque un gnou. C'est exactement ce qui se passe ici. Sauf que les chiens sauvages sont en ville et s'en prennent à une voiture. Les archives de la ville indiquent que ce quartier sert de terrain de chasse à des centaines de chiens errants, abandonnés par leur maître. Des documents officiels signalent également des attaques de meutes sauvages sur les habitants, dont de jeunes enfants. Les chiens descendent des loups, et les loups sont des animaux qui vivent en meute et chassent ensemble. Les chiens errants sont plus susceptibles de se comporter comme des loups, parce qu'ils ne sont pas habitués à vivre chez quelqu'un et à être soumis à un maître. Donc c'est probable que ces chiens se soient mis à chasser en meute. Mais certains trouvent illogique qu'ils assaillent une voiture. Ils ne mangent ni les pare-chocs ni les pneus. Alors pourquoi diable font-ils ça? En Turquie, les experts sont perplexes face à ces chiens qui attaquent violemment une voiture sans raison. Les enquêteurs se demandent s'ils n'agissent pas sous le coup d'une maladie mortelle. Quand on voit l'acharnement dont ils font preuve, on peut se demander si ces chiens ne sont pas victimes d'une maladie telle que la rage. La rage est un virus mortel qui s'attaque au cerveau et à la moelle épinière. Les chiens infectés la transmettent par morsure. Un chien enragé se montre très agité et devient méchant. Il va même jusqu'à mordre des objets.
Quand un animal présente des symptômes de la rage, la mort est presque inévitable. Le sort est identique pour un humain qui a été mordu par un animal infecté et qui ne se soigne pas. Dans le monde, une personne meurt de la rage toutes les 10 minutes. Les symptômes vont de la paralysie à la panique et aux hallucinations, et mènent au délire, au coma et à la mort. Mais les spécialistes examinent la vidéo de plus près et mettent à mal la théorie de la rage. L'un des signes caractéristiques de cette maladie est la présence d'écume autour des babines, et ces chiens n'en ont pas. Les images sont reprises par la neurobiologiste Jade Lovell, qui soupçonne les chiens de s'attaquer délibérément à la voiture. Et le plus alarmant, c'est qu'ils agiraient par vengeance. On n'entend jamais parler de chiens qui détruisent des effets personnels de la sorte. Donc je me suis dit que ça venait peut-être d'un homme qui était sorti de sa voiture pour donner un coup de pied à un chien et que quelques heures plus tard, le chien en question était revenu avec plusieurs de ses amis pour la réduire en pièces. Tous les propriétaires de chiens vous diront qu'ils ont une bonne mémoire. Donc on peut aisément imaginer que des chiens qui ont vu leurs copains se faire écraser par une voiture s'en souviennent et décident alors de se venger de cette voiture. Les experts s'accordent pour dire que la revanche est l'explication la plus plausible face à l'agressivité de ces chiens. Jem Hadjar ne se rappelle pas avoir heurté un chien en conduisant. Mais la vidéo d'un tel carnage a changé à jamais sa vision du soi-disant meilleur ami de l'homme. Je n'avais pas peur des chiens, mais depuis cette nuit-là, je m'en méfie. Si c'est moi qu'ils avaient attaqué, ils m'auraient réduit en bouillie. Tout de suite, une menace plane au-dessus de l'État sous le soleil. On ressentait un champ énergétique, une sorte de présence autour de nous. On dirait qu'un vaisseau extraterrestre entame sa descente à travers les nuages. Ou s'agit-il d'un rayon de la mort tout-puissant? Si cette chose dévore un gros bout de nuage, est-ce qu'elle peut s'attaquer à une ville? Downey, en Californie. C'est ici que les humains planifiaient la conquête de l'espace. Pendant 30 ans, des dizaines de milliers d'ingénieurs et de techniciens ont planché sur le programme Apollo. Ils ont aussi créé et monté la navette spatiale américaine. Les riverains ont l'habitude de voir des vaisseaux spatiaux dans le ciel, mais personne ne s'attendait à ça. En janvier 2017, Ozzy Mercado sort de chez lui. Ce qu'il voit le cloue sur place. Il y avait un trou énorme dans le ciel. Ne sachant pas à quoi s'attendre, Ozzy Mercado sort son téléphone portable et filme l'incroyable scène. J'étais bouche bée. Le trou était parfaitement rond. Il devait faire dans les 500 à 800 mètres de large. Je n'avais jamais rien vu de tel. L'énorme trou béant surplombe curieusement la ville et inquiète les passants. Soudain, une drôle de sensation se fait sentir. On a tous senti une espèce d'énergie circuler autour de nous. C'était palpable. Tout le monde se demandait ce que c'était. Et on a pensé à un ovni. C'est dans l'état doré que les signalements d'ovnis sont les plus élevés. Il y en a eu plus de 16 000 depuis 2001. De plus, la Californie a été témoin de l'un des spectacles les plus meurtriers. En 1997, la secte Heaven's Gate de San Diego déclare qu'une soucoupe volante se cache dans le sillage de la comète Hale-Bopp. 39 membres de la secte commettent un suicide collectif. Ils pensent qu'en rejoignant l'équipage du vaisseau, ils quitteront ce monde pour atteindre un niveau d'évolution plus élevé. Le journaliste scientifique Jeff Wise se demande s'il n'y a pas un lien entre le trou et les programmes gouvernementaux top secrets.
Si les gens aperçoivent autant d'ovnis en Californie, c'est parce qu'il y a énormément de bases militaires et qu'on voit effectivement des choses bizarres voler dans le ciel. Elles sont inexplicables parce qu'elles sont top secrètes. La Californie compte 32 bases militaires reconnues. Ozzy Mercado, notre témoin oculaire, présume que le mystérieux trou dans le ciel est le résultat d'expériences réalisées par l'armée. Pour moi, quelqu'un a manipulé l'atmosphère. Il ne s'agit pas d'un phénomène naturel. C'est l'œuvre de quelque chose ou de quelqu'un. À Downey, en Californie, des habitants craignent qu'une opération noire menée par le gouvernement ait créé un trou dans le ciel. La vidéo du témoin Ozzy Mercado est analysée par la planétologue Cyan Proctor. Bien qu'elle ait passé 20 ans à observer les manifestations atmosphériques les plus étranges de la Terre, ces images la stupéfient. Je n'avais jamais observé ça, et je suis férue de météo. C'est vraiment bizarre de voir un énorme trou se former dans un nuage. La scientifique approfondit les soupçons d'Ozzy Mercado, selon lesquels le trou serait d'origine humaine. Au fil de ses recherches, elle découvre que l'homme manipule l'atmosphère et la météo depuis 50 ans en utilisant la technique d'ensemencement des nuages. L'objectif est tout simplement de créer de la vapeur d'eau dans l'atmosphère afin de former des gouttes d'eau et des précipitations. Les tout premiers tests d'ensemencement des nuages sont matière à controverse. L'histoire raconte qu'en 1947, un avion militaire longe les bandes nuageuses d'un ouragan au large des côtes américaines et largue 80 kg de neige carbonique pour atténuer son intensité. Mais selon des rapports rendus publics, les résultats sont désastreux. L'ouragan s'est rabattu sur la côte. Depuis ce jour-là, les gens ne sont pas très friands des expériences de manipulation de l'atmosphère. Malgré les risques, l'ensemencement des nuages est toujours utilisé. Des comptes rendus rapportent qu'en 2016, à peine quelques mois avant l'apparition de la trouée dans les nuages, l'État de Californie procède à l'ensemencement des nuages pour tenter de mettre fin à la sécheresse qui sévit dans la région. Les enquêteurs s'interrogent. L'intervention aurait-elle créé un trou dans le ciel californien ? Dame Nature est une force surpuissante. Quand on s'amuse à transpercer les nuages, on s'aventure sur un terrain glissant. La météorologue Karen Kosiba analyse la vidéo du téléphone. Selon elle, la taille du trou exclut la thèse de l'ensemencement. Pour stimuler le déclenchement de précipitations, l'ensemencement doit être effectué sur une large zone. Ici, on a affaire à un petit périmètre. Quand Jeff Wise réalise que la vidéo a été tournée à moins de 30 km de l'aéroport international de Los Angeles, il a un déclic. Selon un phénomène méconnu, certains avions peuvent former un trou dans le ciel en passant à travers les nuages. Cyan Proctor suppose qu'un avion aurait pu interagir avec de l'eau surfondue dans les couches supérieures de l'atmosphère. Il s'agit d'eau gelée qui reste au stade liquide. Comme la haute atmosphère est froide, on s'attend à ce que la vapeur d'eau se transforme en cristaux de glace. Mais en réalité, le processus de cristallisation ne se déclenche pas tout seul. La scientifique pense que les gaz d'échappement d'un avion traversant un nuage ont servi de catalyseur et ont permis la cristallisation de l'eau surfondue. Les gouttelettes d'eau ont gelé et se sont transformées en cristaux. En tombant, ils ont marqué un trou dans le ciel. Mais pour notre témoin Ozzy Mercado, ce phénomène n'explique pas la drôle d'énergie que les habitants ont ressentie à l'apparition du trou. J'ai montré la vidéo à beaucoup de monde, mais personne n'a d'explication. Pour moi, c'est un projet gouvernemental. Il nous faut plus d'explications. On nous laisse dans le flou.
suite. Un bruit plaintif terrifie une petite ville de Colombie-Britannique. C'est d'un autre monde. Si j'entendais ça, je prendrais mes jambes à mon cou. Certains pensent à la nouvelle arme d'un État ennemi. Dans le domaine militaire, l'utilisation de sons est l'arme parfaite. Le 29 août 2013, la matinée est calme à Thérèse, petite ville de Colombie-Britannique située à quelques centaines de kilomètres de la frontière américaine. Jusqu'à ce qu'un bruit monstrueux vienne perturber leur quotidien. Ce bruit donne la chair de poule. On n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de son. Les scientifiques ignorent d'où provient ce bruit assourdissant et s'il est créé par l'homme. Quand on entend ce bruit, on se dit qu'on a affaire au surnaturel. Quand la bande est postée en ligne, des internautes de plusieurs pays affirment avoir entendu le même bruit menaçant. À Dallas, au Texas, à Salzbourg, en Autriche, et à Kiev, en Ukraine. Le correspondant défense Carlo Munoz examine la vidéo et réfléchit à l'éventualité d'une attaque acoustique. Dans le domaine militaire, l'utilisation de sons est l'arme parfaite. Ils ne laissent pas de traces, on ne sait pas d'où ils viennent et on ne peut pas les éviter. Le concept de guerre sonique remonte à l'Ancien Monde. La Bible relate qu'il y a 3500 ans, l'armée israélite encercle les murailles de Jéricho au pays de Canaan. 6 jours durant, les soldats font résonner leurs trompettes. Au bout du 7e jour, les murs s'effondrent et les Israélites s'engouffrent dans la cité pour massacrer tous les habitants, femmes et enfants compris. Plus récemment, une attaque acoustique sévit à l'ambassade américaine de Cuba. Les conséquences sont dévastatrices. Il est tout à fait possible que des employés américains travaillant à l'ambassade aient été victimes d'une attaque sonore. Allié de longue date de l'Union soviétique et de la Russie de Poutine, Cuba se situe à quelques centaines de kilomètres des côtes de Floride. Des essais militaires réalisés si près des États-Unis pourraient bien déclencher une nouvelle guerre froide. Une série de sons plaintifs inexpliqués résonne sur toute la planète. Certains craignent que l'heure d'une guerre acoustique ait sonné. La question est de savoir d'où vient ce bruit et qui le provoque. Les tensions entre les États-Unis et Cuba montent d'un cran en 2017, quand le gouvernement américain affirme que ses diplomates ont été exposés à de dangereuses ondes de haute fréquence. Les attaques acoustiques causent surdité, nausées et perte de mémoire. Les agents consulaires les plus touchés sont rapatriés aux États-Unis. L'un d'eux souffre de traumatisme crânien. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. D'autres agents gouvernementaux américains ou étrangers se sont plaints de ces symptômes. Mais quand le journaliste scientifique Jeff Wise écoute la bande-son canadienne, il découvre une anomalie. Les sons détectés à Cuba étaient aigus. Alors que les sons que les gens ont entendus au Canada étaient graves. L'ingénieur du son Trevor Cox, de l'université de Salford en Angleterre, étudie les bruits. En réalisant son analyse approfondie, il remarque que la fréquence sonore varie constamment. Le son serait donc d'origine mécanique. On entend le va-et-vient des ondes, ce qui suggérerait un travail de métallurgie. De ce que j'entends, et mes oreilles sont plutôt douées pour deviner un son, il s'agit probablement d'un procédé industriel. Pour calmer la panique, le gouvernement de Colombie-Britannique rédige un communiqué. On y lit que le bruit provient probablement d'un procédé industriel. Les autorités relient le grincement assourdissant aux travaux de construction réalisés en périphérie de la ville. Ils utilisaient des niveleuses pour tasser la route.
Et ils prétendent que les grandes lames en métal avaient besoin d'être affûtées. Mais les habitants déclarent que l'étrange bruit ne vient pas de là. La population a une explication pour le jeudi. Mais ils l'ont aussi entendu le mardi et le mercredi. Donc on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. De plus, ça n'explique pas pourquoi le son a été entendu dans plusieurs villes du monde. À ce jour, l'origine de ce bruit surnaturel reste un mystère. Tout de suite, des flammes jaillissent au-dessus des Alpes suisses. C'est presque comme si le ciel avait pris feu. Certains redoutent la guerre. Dans le pire des cas, la Suisse subit une invasion. La chaîne des Alpes suisses a des centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est l'endroit parfait pour observer le ciel étoilé. Le 14 octobre 2016, Roger Spinner, astronome amateur, installe ses caméras dans l'espoir de filmer une pluie de météorites spectaculaire. Tandis qu'elle scrute le ciel, les caméras enregistrent un phénomène inconnu de Spinner. Les lumières étaient rouge foncé, et on aurait dit qu'elles sortaient de la colline. Je n'en croyais pas mes yeux. Des rayons de lumière incandescents se dressent sur plusieurs centaines de mètres. Le correspondant défense Carlo Munoz étudie les images. La couleur rouge des spectres pourrait suggérer l'utilisation d'explosifs. Ces images ressemblent en tout point à un lancement de missiles. La Suisse est connue pour sa neutralité. Le pays n'a pas été en guerre depuis plus de 200 ans. Cependant, les rapports militaires révèlent que l'armée est en mesure de riposter. Tous les hommes aptes au combat suivent un entraînement militaire et une forteresse imprenable est taillée à même la roche. Si les Suisses se faisaient envahir, ils se retrancheraient dans les Alpes et entameraient une guérilla. Les Alpes suisses regorgent de grottes aménagées en bunkers. Les grottes renferment des bases militaires équipées de missiles, ainsi que des abris pouvant accueillir les 8 millions d'habitants. C'est-à-dire 2 fois la population de Los Angeles. Les grottes sont truffées d'explosifs, donc une armée qui tenterait de pénétrer dans ce réseau de tunnels serait automatiquement détruite. En assistant au spectacle des lumières rouges, Carlo Munoz soupçonne que la pire crainte des Suisses se réalise sous ses yeux et que les traînées de lumière rouge proviennent des missiles anti-aériens et des obus que les Suisses ont lancés pour couvrir leur fuite vers les tunnels. Dans le pire des cas, la Suisse subit une invasion. Et on assiste ici à une incroyable riposte de l'armée de terre. Ces jets de flammes accaparant le ciel suisse en pleine nuit sont-ils synonymes d'attaques militaires? Quand Connor McCourt, ancien analyste vidéo de la police de New York, examine les flux de données, il se rend compte que les images ne donnent pas un aperçu fidèle du véritable phénomène. Le timecode en bas de l'écran indique que la vidéo défile à 30 images par seconde. Et les flashs du premier au dernier durent 4 images en tout. Ce qui ne représente que 4/30 d'une seconde. En temps réel, les spectres rouges apparaissent et disparaissent en un clin d'œil. Pour Connor McCourt, les flashs sont trop brefs pour provenir de missiles. Ces explosions de lumière sont très fugaces. David Wallace, du laboratoire haute tension de la Mississippi State University, analyse les images. Étant donné que les flashs sont à peine perceptibles à l'œil nu, il pourrait s'agir de drôles de décharges électriques. Ces flashs sont extrêmement rapides. Ils durent une milliseconde, sont très lumineux et ont un contour irrégulier. Pour moi, ils ont beaucoup de points communs avec un autre phénomène, la foudre.
S'il s'agit bien d'éclairs, leur couleur est stupéfiante. Pourquoi sont-ils rouges? Habituellement, les éclairs ne sont pas de cette couleur. En cherchant d'où peut venir cette couleur rouge, l'ingénieur examine un autre phénomène observé dans le ciel. Les différentes couleurs des aurores boréales sont générées par les gaz présents dans l'atmosphère. Au contact des charges électriques, les gaz libèrent chacun une couleur différente. Donc la couleur qu'on observe, comme ici le rouge, dépend de la composition de l'atmosphère à ce moment précis. David Wallace veut vérifier si la foudre change effectivement de couleur lorsqu'elle entre en contact avec les différents gaz présents dans l'atmosphère. Pour commencer, il remplit une chambre d'air ordinaire, puis il y envoie 60 000 volts. Le surplus d'énergie disloque les atomes de l'air et forme un plasma conducteur. L'éclair est reconstitué. C'est le type d'éclair qu'on observe dans la nature. Le centre est d'un blanc éblouissant et les contours sont légèrement teintés de violet. À présent, l'ingénieur veut découvrir si l'hélium modifie la couleur de l'éclair. Il charge le générateur. On est à 18 kV. Ça va bientôt chauffer. Et c'est parti. C'est une toute autre histoire. Maintenant que j'ai introduit de l'hélium dans la chambre d'ionisation, l'éclair n'est plus blanc-bleu, mais il tire vers le violet. L'expérience n'a pas créé d'éclair rouge, mais depuis ce changement de couleur, David Wallace est persuadé d'être sur la bonne voie. Tandis que Connor McCourt cherche l'existence d'autres éclairs rouges, il tombe sur une nouvelle piste. Des astronautes à bord de la Station spatiale internationale ont photographié de mystérieuses lumières rouges, appelées farfadets. Leurs photos correspondent aux nôtres et montrent des sylphes rouges rattachés à un orage. Les sylphes rouges sont des éclairs extraterrestres très rares, observés à 80 km au-dessus de la Terre. Un éclair concentre à lui seul plus d'1 milliard de volts. C'est l'azote présent en grande quantité à cette altitude qui donne à l'éclair sa couleur rouge. Les photos sont similaires au phénomène des Alpes suisses, mais David Wallace décèle une différence de taille. Comment des farfadets naturellement présents dans la haute atmosphère peuvent-ils apparaître si près du sol? Connor McCourt analyse de nouveau la vidéo suisse. C'est en passant le paysage au peigne fin qu'il découvre un détail important. Des nuages au premier plan. L'image laisse supposer que l'éclair se situe derrière le nuage, ce qui veut dire que l'éclair est très reculé. Selon lui, lorsqu'un orage à l'origine de sylphes rouges est très reculé, la courbure de la Terre produit un effet d'optique et les éclairs paraissent plus près qu'ils ne le sont vraiment. La théorie est vérifiée par des rapports d'intempéries. Aucun orage ne gronde ce soir-là en Suisse. Mais il y a bien un orage en France, à 500 km au sud. C'est une question de perspective. La caméra est placée en face de la chaîne de montagnes, donc on a l'impression que les farfadets sortent du sol alors qu'en réalité, ils se trouvent à des kilomètres au-dessus de nous. Roger Spinner, notre astronome amateur, a eu la chance de filmer l'un des phénomènes orageux les plus rares jamais expliqués. Il n'est pas prêt d'oublier ce moment. L'astronomie est ma passion depuis que je suis tout petit. La chance joue un grand rôle. J'étais au bon endroit au bon moment. Elles sont passionnées. C'est une image absolument folle. Elles sont déterminées. J'ai décidé de faire du sport, d'être féminine et de devenir celle que je voulais être. Parce qu'elles aiment jouer et se dépasser. On me prend pour un monstre. Tout le monde pense que je devrais être à la maison et avoir déjà 3 enfants. Les spectateurs sont priés de se calmer pendant le match. Oh non, j'adore!
Journée spéciale sport au féminin le 6 juin à partir de 14 h sur Planète Plus Aventure Expérience. Because this affects every person in this room. Grâce à la fonction Kayak Explore, je peux voir où partir selon mon budget. Pour mes voyages, je fais confiance à Kayak. Et une fois sur place, c'est à moi de jouer. Vous connaissez Vinted? C'est l'appli sur laquelle on peut vendre les jouets et les vêtements que nos enfants n'utilisent plus. Avec Vinted, on peut donner une seconde vie aux vêtements qu'ils ne portent plus et en plus, on gagne de l'argent. Vendre sur Vinted, c'est rapide. Prends une photo et vends sans frais à des millions d'acheteurs en France et à l'étranger. Télécharge gratuitement l'appli Vinted. Ils ne l'utilisent plus. Vends-le. Ils comprendront jamais que je suis pas un garçon. Ça va être dur, mais je vais t'aider. T'arrêtes pas! Allez, go! Frappe! Aucun parent ne devrait préparer son enfant à affronter sa vie plutôt qu'à la vivre. 85% des personnes trans seront agressées au cours de leur vie. Si vous pouvez avoir une poker face comme ça, vous êtes prêt pour le poker. Recevez 10 € offerts sur votre premier dépôt de 10 € sur pokerstars.fr. Tu croyais faire une super affaire avec 3 produits pour 5 €? Pour 5 €, je te propose un double crunch, 11 popcorn chicken, des frites, une glace et une boisson dans le Megabox de KFC. Regardez ce petit nichoir. Vous pouvez le recevoir demain avec Amazon Prime. Mais n'attendez pas pour voir Anna se battre pour la vérité. Le spectaculaire n'attend pas. Anna et d'autres séries disponibles dès maintenant sur Amazon Prime Video. « 6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. C'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Il y a forcément une explication à tout ça. Dans cet épisode, une femme piégée dans sa voiture submergée déjoue la mort. Cette évasion fait passer Harry Houdini pour un amateur. Une foudre terrifiante dans le désert. Qu'est-ce qui en est à l'origine? C'est sorti de nulle part. Un monstre légendaire terrorise les eaux de l'Alaska. C'est un très très gros animal. Qu'est-ce que c'est? Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Une vidéo terrifiante d'une femme piégée dans son véhicule sous l'eau. C'est une course contre la montre. Ils doivent la faire sortir avant qu'elle se noie. Le temps presse. Je croyais qu'on allait voir cette personne mourir. Mais soudain, elle réapparaît. Certaines personnes ont dit que c'était une intervention divine. Les gens ne peuvent pas passer à travers le verre et le métal. On dirait un miracle. Le 26 août 2006, une tempête dévastatrice frappe Pueblo, dans le Colorado. Sous une pluie torrentielle, le trajet retour de Rocky Khosla, médecin local, est interrompu par une crue soudaine. En arrivant au bord de l'eau, je me suis arrêté. Une femme est passée juste devant moi et au lieu de s'arrêter, de tourner, elle a foncé dedans. J'ai vu la voiture flotter rapidement vers la zone d'eau plus profonde. J'ai été choqué de la voir basculer. Elle a coulé beaucoup plus vite que je ne le pensais. Chaque année, jusqu'à 400 Nord-Américains se noient dans leur voiture, ce qui est plus que le nombre de victimes qui se noient dans des accidents de bateau. Il paraît que les 30 premières secondes sont les plus importantes.
Donc si on arrive à sortir du véhicule dans les 30 premières secondes, on a une chance de survivre à un tel accident. En tant que témoin oculaire, Rocky Khosla et une autre personne tentent de sauver la conductrice, mais elle semble être piégée à l'intérieur de son véhicule. J'essayais de frapper sur la vitre pour la briser. J'entendais la femme dans la voiture hurler. Cette situation est cauchemardesque. Le véhicule étant quasiment submergé, Rocky Khosla craint le pire. Je me suis dit, c'est horrible, ça va mal finir. Après une lutte acharnée de plus d'1 minute pour sauver la conductrice, l'impossible se produit. Je me suis penché pour voir si je sentais quelque chose et j'ai touché son bras. Elle est remontée comme le bouchon d'une bouteille de champagne. Comment est-ce possible? La conductrice, traumatisée, est incapable de relater l'accident. Certaines personnes ont dit que c'était une intervention divine. Je ne sais pas. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Les enquêteurs arriveront-ils à résoudre le mystère de cette sortie de véhicule miraculeuse? Le physicien John DiBartolo examine les images. D'abord, il évalue la force nécessaire pour ouvrir la portière. Au fur et à mesure que la voiture coule, la pression exercée par l'eau à l'extérieur de l'habitacle augmente. Il calcule la force que la conductrice a dû exercer sur la portière pour l'ouvrir. En fait, c'est comme si elle avait poussé 195 kilos. C'est 3 fois plus que ce qu'un être humain peut exercer. Ça équivaudrait à pousser une portière qui est bloquée par un grizzly. La pression de l'eau qui maintient les portes fermées est énorme. Un être humain n'a pas la force qu'il faut pour les ouvrir. D'après John DiBartolo, le meilleur moyen de s'échapper est par les fenêtres. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a 2 ou 3 choses qui empêchent une fenêtre de s'ouvrir. Les vitres électriques du véhicule sont peu susceptibles de fonctionner sous l'eau. Mais il y a un autre moyen. On dit généralement qu'il faut arriver à briser une fenêtre pour pouvoir s'extirper d'un véhicule. Les vitres d'une voiture sont fabriquées en verre trempé, spécialement traité thermiquement, et suffisamment solides pour résister à la force d'un coup de marteau. Pour briser une vitre de voiture, il faut quelque chose de très pointu et beaucoup de force pour frapper. C'est mieux avec un outil adéquat. Les marteaux brise-glace possèdent des pointes spécialement conçues pour casser les vitres. Si vous êtes du genre à avoir peur de couler dans votre voiture, vous devriez avoir cet outil dans votre boîte à gants. Le rédacteur scientifique Jeff Wise avance jusqu'à la fin de la vidéo pour vérifier l'état des fenêtres. Ils sortent la voiture. C'est une hallucination. Les vitres du véhicule sont intactes. C'est juste impossible. La conductrice est forcément sortie par un autre moyen. Pour le journaliste scientifique John Farrow, il n'y a qu'une explication possible. Encore faut-il que la conductrice puisse rester calme face à un danger aussi extrême. Il y a une solution, mais c'est flippant. La pression d'eau doit être égale à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour ça, il faut que l'habitacle se remplisse d'eau. John Farrow suggère que pendant que l'eau envahissait l'habitacle, la conductrice retenait son souffle. Elle aurait attendu que la voiture se remplisse complètement avant de tenter d'ouvrir sa portière. Une fois que la pression d'eau est égale des 2 côtés de la voiture, c'est censé être facile d'ouvrir la porte. L'expert en traumatologie Raj Prabhu a passé 10 ans à étudier la réaction de l'être humain face à des situations mortelles. J'imagine comme ça a été effrayant. Elle a dû paniquer et se demander combien de temps il lui restait à vivre. L'expert en sécurité marine Andy Long se demande si au bord de la noyade, la conductrice a réussi à garder son calme en vue de s'échapper. Il recrée l'accident dans une piscine d'entraînement. Andy Long effectue le test lui-même. Il imite la femme de la vidéo et attend que la pression de la cabine s'équilibre avant d'ouvrir la porte. Je vais essayer d'attendre que ça se remplisse complètement. Je patienterai plus de 30 secondes avant de sortir. On verra si j'arrive à sortir. Si Andy Long parvient à s'échapper après avoir retenu son souffle pendant 30 secondes,
il démontrera que la conductrice a pu sortir de son véhicule sous l'eau. L'eau est en train de monter. Elle arrive à ma poitrine. Elle atteint mon cou, ça y est. J'ai besoin de respirer un grand coup. C'est parti. Au bout de 10 secondes, Andy Long montre les premiers signes de stress. À 16 secondes, il perd un peu de son souffle. Là commence une réaction en chaîne qui pourrait mener à une panique totale. Quand on est en mode panique, on lutte ou on fuit. L'adrénaline entre en action, le rythme cardiaque s'accélère, la tension artérielle augmente, ce qui demande encore plus d'oxygène. Après 30 secondes, le corps d'Andy Long manque dangereusement d'oxygène. Le cerveau a besoin de plus d'oxygène, mais il n'en a pas. Il y a de grandes chances que le cerveau soit endommagé. Andy Long panique. À présent, sa vie est en danger. L'expert en sécurité marine Andy Long tente de résoudre le mystère de la sortie miraculeuse d'une conductrice piégée dans son véhicule submergé. Il tente de retenir sa respiration 30 secondes et de garder son calme, tandis que la pression de l'eau s'équilibre à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite seulement, il pourra sortir de la cabine. Mais après 30 secondes, Andy Long panique. Le plongeur de secours ouvre la porte et aide Andy Long à sortir. Malgré des années d'expérience, il n'a pas pu y parvenir seul. Même avec mes connaissances et mon expérience dans l'eau, je peux vous dire que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'Andy, l'expert en sécurité marine, allait se noyer. Si Andy Long n'a pas réussi à ouvrir la porte et à sortir, il est fort improbable que la conductrice ait pu y arriver seule. Alors comment est-elle sortie? Après avoir étudié la vidéo, je pense vraiment que quelqu'un a ouvert la portière. Pourtant, les sauveteurs affirment le contraire. Mais dans le feu de l'action, lors d'une situation d'urgence, on peut certainement faire des choses et ne pas s'en souvenir. C'est ce qui s'est sûrement passé. Andy Long suppose qu'un des sauveteurs a peut-être ouvert la portière et oublié qu'il l'avait fait. Je n'ai rien pu faire. Je n'ai même pas réussi à casser la vitre. Pourtant, cette femme est sortie de la voiture. C'est merveilleux. Pour de nombreuses personnes, cet événement est un véritable miracle, filmé par la caméra. C'est fou qu'elle soit vivante. On dirait qu'elle a défié la mort. J'ai vraiment cru que ça finirait mal. Et je suis ravi de voir que cette femme s'en est sortie. Tout de suite, une créature inconnue de la science apparaît en Alaska. C'est un très très gros animal. Qu'est-ce que c'est? Des enquêteurs se précipitent pour identifier cette terrifiante menace. Ce n'est pas une chose qui s'explique facilement. En voyant une bête aussi grosse, j'étais content d'être sur le pont. Fairbanks, en Alaska, est une ville isolée à 225 km au sud du cercle polaire arctique. En octobre 2016, Craig McCann, un habitant de la région, fait une pause et se dirige vers la rivière Chena. Je suis descendu à la rivière ce jour-là parce que la glace hivernale commençait à se former sur les rives. J'avais envie de prendre des photos de ce beau paysage. Je marchais sur le pont et je me suis tourné vers l'eau. Il y avait des remous au-dessous de moi. Là, j'ai aperçu une chose étrange. Craig McCann est frappé de mutisme en voyant une créature géante nageant dans l'eau. La créature se trouvait immergée en grande partie. Même si l'eau était trouble, je pouvais voir qu'il y avait des morceaux de glace dessus. Elle roulait sur elle-même et elle ondulait aussi, comme fait le poisson. Craig McCann filme la créature en gardant une distance de sécurité. J'avoue qu'en voyant une bête aussi grosse dans la rivière, j'étais content d'être sur le pont. Lorsque Craig McCann partage sa vidéo avec la population locale, cela fait sensation. Je ne sais toujours pas exactement ce que j'ai vu, mais les gens étaient convaincus que c'était une créature mythologique. La communauté scientifique est déconcertée. Quand je l'ai vue la première fois, j'ai trouvé qu'elle était particulièrement grande. C'est surprenant.
Vous imaginez une créature gigantesque qui ressemble à un dinosaure, qui s'avance vers vous? C'est franchement inhabituel. Cette vidéo a attiré l'attention de William Dranginis, un analyste en imagerie qui travaille dans le domaine de la surveillance depuis plus de 22 ans. En analysant cette vidéo, j'ai vu la tête de la créature, juste sous la surface de l'eau, suivie de segments individuels, qui semblent rétrécir en une plus petite partie qui pourrait être une queue. Bien que William Dranginis ne puisse pas discerner la forme exacte du monstre des glaces, en étudiant son mouvement, il devrait être en mesure de réduire les recherches. En observant ce mouvement, je constate que la tête tourne d'abord, puis c'est autour du corps, comme un alligator ou un animal semblable. Le cryptozoologue Scott Mardis a passé 15 ans à la recherche de monstres de lac et de serpents de mer. En examinant le mouvement reptilien de la créature, il se souvient d'un ancien prédateur légendaire en Alaska. Ce monstre ressemble à certaines descriptions traditionnelles des Inuits. Ils l'appelaient le Tizerouk et prétendaient qu'il était dans une rivière du coin. Le Tizerouk était un serpent de plus de 2 mètres de long qui avait un goût prononcé pour les enfants qu'il volait sur le rivage. Le Tizerouk a la réputation d'être un animal vicieux qui attaque les autres animaux et les gens. Scott Mardis suggère que le monstre des glaces est lié à cette bête mythique. Il doit y avoir une vraie créature derrière ces histoires. Le monstre des glaces qui rôde près de la rivière Chena à Fairbanks en Alaska est une énigme pour les chercheurs. Certains ont suggéré un reptile voleur d'enfants du folklore inuit. D'après le biologiste Roland Case, les reptiles auraient des difficultés à survivre si loin au nord. Les reptiles ont le sang froid. Ils n'ont donc pas la capacité de créer leur propre chaleur corporelle. Si un reptile est soumis à des températures froides, ses muscles ne fonctionnent pas et il finit par mourir. C'est impossible qu'un reptile puisse survivre dans un climat aussi glacial. Roland Case cherche dans sa base de données une créature d'eau froide qui correspond à la description du monstre. Il trouve quelque chose d'extraordinaire. Les lamproies arctiques sont des poissons parasites étonnants qui ressemblent à des anguilles. Elles sont allongées et cylindriques, comme des serpents, mais ce sont des parasites qui s'accrochent aux autres poissons. Elles ont des bouches horribles, pleines de dents. Ce ne sont pas des poissons que j'ai envie de croiser en Alaska. Si le monstre des glaces, la morphologie de l'anguille, était un de ces poissons géants suceurs de sang, ce serait extrêmement dangereux. Le biologiste Bradley Young étudie ces parasites surdimensionnés depuis des années. La lamproie de mer a une langue spéciale, composée de dents qui percent ou râpent la peau. Grâce à sa langue, elle creuse des trous dans les poissons. Elle ne mord pas. Elle utilise sa langue comme du papier de verre et la frotte doucement jusqu'à arriver à la chair. C'est de cette manière qu'elle extrait les fluides des proies. Des études démontrent que la taille de ces poissons vampires varie selon les créatures dont ils se nourrissent. La lamproie a tendance à grossir au fur et à mesure que le poisson hôte grandit. Par exemple, la lamproie qui vit dans l'océan Atlantique atteint généralement 90 cm de long. Pour savoir si ce monstre pourrait être une lamproie, le chercheur William Dranginis a besoin de définir sa taille. À partir de cartes, nous déterminons la largeur de la rivière. Ça nous servira pour mesurer la longueur de la créature. La rivière à cet endroit mesure 16 mètres de large. Grâce à ce calcul, William Dranginis découvre quelque chose d'extraordinaire. Nous avons pu prouver que la créature fait au moins 3 mètres de long. Le monstre de glace est beaucoup trop grand pour être une lamproie actuellement connue de la science. Roland Case vérifie les archives locales pour voir si d'autres grandes créatures ne rôdent pas dans les eaux glaciales de l'Alaska. L'espèce de poisson qui est aussi grosse, c'est le requin. Et il y en a un dans les eaux glaciales qu'on appelle le requin du Groenland. Il est énorme et on l'a même vu dans les embouchures des rivières. Les requins du Groenland ont de petites nageoires dorsales. Ils peuvent atteindre 6 mètres de long et prospèrent en eau froide.
Le requin du Groenland est l'une des plus vieilles créatures. Il vit depuis 300 ans ou peut-être même 400 ans. Il a un produit chimique dans le sang qui lui sert d'antigel et qui lui permet de nager en eau froide. Ces gigantesques prédateurs peuvent remonter les estuaires des rivières et se nourrir de wapitis ou même d'ours polaires. Roland Keyes réexamine les images et remarque une autre similitude entre le requin du Groenland et le monstre des glaces.